Lancement, ça tourne, ça mouline. C'est bon. Ok, eh bien, je pense qu'on est tous présents et tous connectés. Vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits à ce Webi-Lunch du réseau Force. Donc, je suis le professeur Sébastien Tchernikoff à l'hôpital Pompidou à Paris, accompagné de Khouloud Chentou et Arnaud Michaud, les chefs de projet du réseau Force. Et donc, on a la chance aujourd'hui d'accueillir le professeur Maud Robert, qui est chirurgienne, et qui va nous faire un petit briefing dans le cadre de ces Webi-Lunch du réseau Force sur de Sadislive, donc une nouvelle intervention, enfin plus si nouvelle à force, intervention proposée et publiée l'année dernière brillamment dans le Lancet. Et donc, on va tout de suite donner la parole à professeur Maud Robert pour son topo et qui sera suivi de questions, si vous le souhaitez, qui peuvent être en direct ou par le chat, comme vous voulez. Voilà, Maud, merci beaucoup de t'être rendue disponible. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui, c'est bon, vous êtes en mode plein écran? Parfait. Très bien. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de présenter les résultats de l'essai clinique SADI-SLIV et un petit peu les données du SADIS, qui semble être donc une nouvelle étape dans la chirurgie de l'obésité. Donc, c'est un essai national multicentrique qu'on a fait notamment avec l'équipe du professeur Tchernikoff et qu'on a donc publié l'année dernière dans le Lancet. Alors, un petit rappel des techniques bariatriques validées et pourquoi en fait proposer de nouvelles interventions chirurgicales. Donc, vous le savez déjà, donc les 4 techniques validées par l'autorité de santé, l'anneau, la sleeve, le bypass, la dérivation biopancréatique. Toutes ces chirurgies, elles permettent une perte de poids, une rémission des comorbidités. Plus on va vers une perte de poids importante et une rémission des comorbidités importantes, la rémission du diabète, de l'apnée du sommeil, etc., plus vous voyez la technique chirurgicale est invasive, la dérivation biopancréatique étant donc une sleeve associée entre guillemets à un super bypass gastrique et qui permettent des pertes de poids allant jusqu'à 50% de perte de poids, des rémissions allant jusqu'à 92 à 95% pour le diabète de type 2, mais au prix d'effets secondaires plus importants. Donc l'idée d'une nouvelle intervention comme le SADI, c'est donc d'offrir une chirurgie qui donnerait des résultats en tout cas similaires à la dérivation supérieure au bypass gastrique, tout en étant moins invasive et possiblement avec moins d'effets secondaires. Donc voilà un petit peu où se situerait le SADI dans l'arsenal thérapeutique des chirurgies bariatriques que l'on a actuellement. Alors, pourquoi proposer le SADIS? Tout d'abord, améliorer l'efficacité pondérale et métabolique, limiter les effets secondaires, on en a parlé. Donc, on a une préservation pylorique, on va le voir sur ce schéma, ce qui permet donc de limiter les dumping syndromes. Donc, ici, vous voyez la section c'est pas une section enfin, vous avez une sleeve, mais vous avez aussi une section duodénale, du premier duodénum après le pylore, ce qui permet donc de mieux contrôler la vidange gastrique. On a une anse commune qui est plus longue que pour la dérivation biopancréatique, qui fait entre 2,50 m ou 3 mètres, qui est donc adaptée à l'IMC. L'anse commune sera plus longue pour les IMC plus bas et les IMC supérieurs à 50 auront tendance à avoir des angles communes plus longues, comme plus basses, par exemple à 2,50 m, 3 mètres pour les IMC inférieurs à 50. Et donc, l'idée aussi de cette chirurgie qui ressemble à une dérivation biopancréatique, mais avec une seule anastomose, et donc d'augmenter la facilité pour diminuer les risques. Donc, vous voyez qu'ici, on n'a pas une anse en Y, on a une anse en oméga qui vient se connecter à la section duodénale qu'on a fait sur le premier duodénum en post-pylorique. Donc, pour résumer, on a bien une sleeve, une préservation pylorique, une seule anastomose duodéno-iléale et une anse commune plus longue, 2,50 m à 3 mètres, alors que pour la dérivation biopancréatique, ce qui est classiquement décrit, c'est une anse commune à 1 mètre, donc une chirurgie très, très mal absorptive. Alors,
Pourquoi évaluer les nouvelles procédures? On a souvent reproché le caractère expérimental de la chirurgie bariatrique aux chirurgiens bariatriques, vous le savez tous. Et puis, il semble bien sûr nécessaire d'évaluer avant de valider. On l'a vu avec le bypass en oméga, que tout le monde pensait égal au bypass en Y. Et suite à l'essai randomisé Yoméga, il a été montré que finalement, le bypass en oméga était plus mal absorptif, plus à risque de dénutrition. Et du coup, on a eu donc la Haute Autorité de Santé qui nous a demandé de faire un deuxième essai avec une anse en oméga plus courte que celle qui était proposée classiquement de 2 mètres, donc une anse à 1,50 m, avec un essai qui est donc mené par Tigrane Pogossian et qui est donc toujours en cours. L'évidence, là, il est bien sûr important de baser la médecine sur des preuves plutôt que des résultats établis, que des intuitions, expériences cliniques. On entend souvent des chirurgiens ou des médecins dire « Ah, mais moi, je trouve que c'est mieux, c'est super bien, mais moi, j'ai ce patient qui fait ci, qui fait ça. » En fait, non, ce qu'il faut, c'est des vraies bases de données, des vraies analyses scientifiques pour vraiment démontrer qu'une intervention fait mieux ou moins bien qu'une chirurgie de référence. Alors, donc l'essai randomisé SADI-SLIV, c'est un essai national multicentrique randomisé avec une hypothèse de supériorité. Donc, l'idée, c'était de dire que le SADI ferait mieux que le bypass gastrique avec anse en Y en termes de perte de poids, tout en étant sécuritaire et en n'étant pas à risque majeur de complications chirurgicales ou de malabsorption. Donc, le critère de jugement principal, c'était l'excess weight loss. Et donc, l'hypothèse de départ, c'est qu'on aurait plus de 10% d'excess weight loss dans le bras SADI. Nous, à l'époque où l'essai a été designé en 2017, l'excess weight loss était encore la mesure de référence dans les publications et c'est pour ça qu'on avait choisi ce critère de jugement principal. On a bien sûr en critère de jugement secondaire le total weight loss qui est maintenant plus admis dans la littérature. Donc, on a inclus des patients en première intention, donc c'est-à-dire vierges de toute chirurgie ou après un résultat suboptimal d'une sleeve gastrectomie. Donc, les patients qui étaient en résultat suboptimal de sleeve pouvaient être randomisés soit en SADI, soit en conversion en bypass gastrique avec anse en Y. Et donc, pourquoi inclure des chirurgies de révision comme donc des résultats suboptimaux de sleeve? C'est parce que, donc vous le savez tous, la sleeve est la première procédure réalisée dans le monde, plus de 60%. Et qu'on a jusqu'à 30% de résultats suboptimales. Donc, l'idée, c'était de pouvoir donc généraliser nos résultats à la population générale bariatrique qu'on a en France et dans le monde, et donc de pouvoir donner des résultats chez ces patients qui sont en seconde intention et chez qui on va proposer une chirurgie de révision. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'anse commune du SADI était adaptée en fonction de l'IMC. Donc, un IMC initial inférieur à 50, c'était plutôt une anse commune longue à 300 cm. Et un IMC initial plus élevé, au-delà de 50, c'était une anse commune raccourcie à 250 cm. Et pour le bypass gastrique avec anse en Y, c'était standard. Donc, une anse alimentaire à 1,50 m, une anse biliaire à 50 cm. Et en gros, en France, les essais cliniques designés en chirurgie bariatrique, ils sont tous fondés sur ce design pour qu'on puisse ensuite comparer les résultats sur le long terme. Donc, je pense par exemple à l'essai Yoméga. Le bypass gastrique était réalisé de cette façon. L'essai sur la bipartition du transit, c'est pareil. Anse alimentaire 1,50 m, anse biliaire 50 cm. Donc, comme ça, on pourra ensuite comparer les techniques entre elles. Alors, le design de l'étude, vous voyez qu'on a commencé à inclure en 2018 dans 22 centres. La randomisation donc était de 1 pour 1, donc un SADI versus un bypass, pour un bypass. C'était stratifié par centre, par la notion donc de résultat suboptimal de sleeve et également sur le diabète de type 2. Donc, vous savez tous que les patients qui ont un diabète de type 2, ils sont souvent plus résistants à la perte de poids. Et donc, l'idée, c'était d'avoir le même nombre de révisions et le même nombre de diabétiques dans chaque groupe, d'où la stratification pour pas que ça ne biaise les résultats.
La dernière inclusion a lieu en 2021. On a randomisé à peu près 190, enfin pas à peu près, 190 patients dans le bras SADI, 191 dans le bras bypass gastrique avec cancer Y. On a eu donc les critères d'inclusion, par contre, pardon, c'était les critères de la Haute Autorité de Santé, donc BMI supérieur à 40 ou BMI supérieur à 35 avec comorbidité. Comme on l'a vu, SADI en première intention ou en seconde intention, pareil pour le bypass, en première ou en deuxième intention. Après ce résultat suboptimal de sleeve. Et donc, on a exclu les patients qui avaient eu des chirurgies autres qu'une sleeve, donc par exemple les mésone, les anneaux gastriques, les patients qui avaient eu une piqûre gastrique, par exemple, et puis tous les patients diabétiques de type 1. Les visites de suivi donc, étaient standardisées à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, avec bien sûr donc, le poids, également tout le profil métabolique, l'hémoglobine glyquée, le cholestérol, les données nutritionnelles, avec notamment les vitamines liposolubles, la B1, la B9, la B12 en plus, et puis bien sûr l'albumine, la préalbumine, des données sur la qualité de vie, des données sur l'évolution des traitements antidiabétiques, de l'hypertension, du traitement hypolipémiant et puis des données sur l'évolution de l'apnée du sommeil et également sur le dumping syndrome. Alors, voici la flowchart. Donc, vous voyez qu'ont été donc évalués 383 patients éligibles. Finalement, on a randomisé 381. Dans le bras SADI, donc 190. Dans le bras Y, 191. On l'a vu tout à l'heure. Et puis, vous voyez qu'au fil du temps, on a des patients qui sont exclus parce que ils n'ont pas été opérés ou alors ils ont eu une autre intervention que celle qui était prévue ou il y a eu une complication intraopératoire qui fait que le geste n'a pas été fait ou alors il y en a même, vous voyez même un qui a retiré son consentement dans le bras SADI pour finalement se retrouver avec 20 patients perdus de vue dans le bras Y, 23 dans le bras SADI, donc ça fait à peu près 12% de perdus de vue dans l'étude. Et puis après avoir retiré les grossesses qui peuvent impacter le poids, les déviations majeures de protocole, on se retrouve avec 144 patients donc ont des données analysables dans le bras SADI et 159 patients qui ont des données analysables dans le bras bypass gastrique avec cancer Y. Alors, voici les caractéristiques initiales de la population. On passe donc aux résultats. Donc, vous voyez que dans la population en intention de traiter, l'âge moyen était de 44 ans. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans les études classiques. Le BMI était quand même assez élevé, 46 kg par mètre carré. C'était donc bien sûr randomisé, donc pas de différence significative dans les deux bras. BMI supérieur à 50, donc des patients en situation d'obésité de grade 4, 26%. On avait 21% de patients qui étaient en résultat suboptimal de sleeve, donc une chirurgie de révision dans 21% des cas, et puis 31% de patients diabétiques avec une hémoglobine glycée moyenne à 7,3% et une durée moyenne du diabète de 6,7 ans, avec 31% des patients qui étaient sous insuline. Quand on regarde ces chiffres, vous voyez qu'on a l'impression que la durée moyenne du diabète, elle était un peu plus élevée dans le bras SADI et également un peu plus de patients sous insuline dans le bras SADI. On avait l'impression d'une sévérité un peu plus importante du diabète dans le groupe SADI malgré la randomisation. Donc, on a fait une analyse post-hoc pour voir un petit peu si c'était s'il y avait, malgré la randomisation, une différence significative entre les groupes, et vous voyez qu'il n'y avait pas de différence significative sur l'analyse post-hoc, sur la durée moyenne du diabète et sur l'insuline en traitement de ce diabète dans les deux groupes. Alors, j'essaye de passer à la diapo suivante, si ça veut bien. Oui. Alors, voici les données sur le critère de jugement principal. Donc, je vous rappelle l'hypothèse de supériorité du SADI sur le bypass gastrique avec cancer Y en termes de perte de poids à 2 ans. Donc, vous voyez ici des trajectoires de perte de poids avec des effets linéaires mixtes, des modèles. Vous voyez que finalement, on avait 68% d'excess weight loss dans le bras Y à 2 ans versus 76% dans le bras SADI. Donc, on avait une différence moyenne de 6,7%. Ça rentrait dans l'intervalle de confiance avec un petit P significatif et on a donc confirmé l'hypothèse de supériorité du SADI-S sur le Y en termes de perte de poids.
Et si maintenant on regarde les critères de jugement secondaire qui nous intéressent également, les complications chirurgicales, parce que l'idée c'était aussi que le SADI ne soit pas plus dangereux que le bypass en Y. Ben, vous voyez ici en termes de complications chirurgicales précoces, donc inférieures à 30 jours, et des données en termes de complications chirurgicales tardives, donc au-delà de 30 jours. On voit des différences significatives dans les deux bras, avec plus de complications précoces dans le bras SADI-S, donc 5,6% versus 1,6%. Et vous voyez que c'est des chirurgies où l'anastomose du duodéno-iléal est un peu plus à risque de fistule. Ça a été confirmé, 1,7% versus pas de fistule dans le bras bypass en Y. Et puis, vous voyez par contre qu'il y avait plus de complications, de complications tardives dans le bras SADI. C'est également ce qu'on retrouve dans la littérature, donc à distance du SADI. Finalement, il y a moins de hernie interne. Vous voyez qu'il y avait 2,6% de hernie interne dans le bras Y versus aucune dans le bras SADI. Il y a eu 2,1% d'occlusion autre que des hernies internes dans le bras Y, aucune dans le SADI. Et groupe, et puis 2,1% d'ulcères anastomotiques dans le bras Y et seulement 0,5% dans le bras SADI. Donc, il semble qu'en effet, techniquement, ce soit un peu plus complexe et un peu plus à risque, mais qu'à distance, finalement, quand on suit les patients, on peut être rassuré avec moins de complications chirurgicales tardives dans le bras SADI. Alors, on a ensuite regardé l'impact du diabète de type 2 et des antécédents de sleeve sur les trajectoires de perte d'excès de poids, puisque vous savez que ces critères, qui étaient des critères de stratification, impactent négativement la perte pondérale. Donc, quand on est diabétique, qu'on a des antécédents de chirurgie déjà bariatrique, on va perdre moins de poids que quand on n'est pas diabétique ou qu'on est opéré en première intention. Donc là, vous voyez sur ces données plusieurs groupes. Donc, on a regardé chez les patients qui avaient donc pas de diabète, c'est les courbes en haut versus chez les patients qui étaient diabétiques. Et ensuite, on a croisé avec chez les patients qui n'avaient pas de sleeve gastrectomie, donc c'est no sleeve history, vous voyez ici. Et puis la colonne de droite, c'est les patients qui avaient des antécédents de sleeve. Et on a regardé donc les courbes pondérales de ces sous-groupes. Donc les analyses en sous-groupe, elles sont en ligne pleine. Et en pointillé, vous voyez la courbe de perte d'excès de poids de la population globale que je vous ai montré tout à l'heure, donc le critère de jugement principal dans la population globale. Et si on regarde vraiment là où le SADI, qui est la courbe orange, fait mieux que le bypass en Y, donc quel type de patient? Ben, vous voyez qu'on a l'impression que l'écart se creuse entre le bypass plutôt chez les patients qui sont diabétiques et qui n'ont pas d'antécédent de sleeve gastrectomie. Donc, avec une perte de poids là qui est un écart d'excess weight loss qui est de 11,7% dans les deux groupes en faveur du SADI, et c'est significatif. Donc, il semble que chez les patients qui ont des antécédents de diabète de type 2 et qui n'ont jamais été opérés, le SADI, donc en première intention, est clairement plus efficace que le bypass gastrique avec cancer Y. Donc ça c'est une donnée quand même assez intéressante, puisque les patients diabétiques qui étant résistants à la perte de poids, ça semble montrer que chez eux, ça vaut peut-être le coup plutôt de faire un SADI qu'un Y. Ensuite, on a regardé l'effet de la perte de poids et du type de procédure, donc SADI versus Y sur la rémission du diabète. Donc, on a regardé si le fait de perdre plus de poids ou le fait d'avoir un SADI plutôt qu'un Y, ça allait nous augmenter notre taux de rémission du diabète. Et bien sûr, on a regardé ça après ajustement sur la durée du diabète et l'utilisation d'insuline en préopératoire, puisque je vous rappelle quand on a regardé les données at baseline, on avait une tendance on avait l'impression qu'il y avait plus des diabètes un peu plus sévères dans le groupe SADI. Donc, c'est pour ça qu'on a ajusté ces données sur la durée du diabète et sur l'utilisation d'insuline en préopératoire. Et ce que ces données montrent, c'est qu'il n'y a pas d'effet de l'importance de la perte de poids sur la rémission du diabète de type 2.
qu'on a l'impression qu'il y a une tendance, pardon, à ce qu'il y ait une meilleure chance de rémission dans le bras SADI comparé au Y. Donc, la technique chirurgicale de type SADI semble montrer une petite tendance à une meilleure rémission, mais vous voyez que ce n'était pas significatif. Hein, l'odd ratio était à 1,23, mais ce n'était pas significatif. Par contre, ce qu'on voyait aussi, c'est que pour chaque année supplémentaire de durée du diabète, on avait une baisse de chance de rémission qui était d'environ 7%. Donc, ça veut dire que si vous avez 5 ans de diabète plutôt que 6 ans, bah, vous avez 7% de chance de plus de rémission que si vous avez un diabète qui est plus long. Donc, ça, ça confirme les données de la littérature. Et enfin, là, ce qui était vraiment significatif, c'est que le besoin d'insuline en préopératoire était un fort facteur prédictif négatif de rémission. Donc, ça confirme les données des scores comme le diarème, l'ADIARème, etc. Donc, plus votre diabète est sévère, moins vous avez de chances de rémission. Il n'y a pas vraiment d'impact de la perte de poids, impact de la technique, point d'interrogation. On a l'impression qu'il y a une tendance en faveur du SADI, mais pour l'instant, pas confirmé sur ces données post-hoc. Alors, en conclusion de cette technique SADIS et de l'impact sur les soins courants, donc ce qu'on a montré dans cet essai, c'est qu'on avait une perte d'excès de poids qui était supérieure à 2 ans dans le groupe SADIS, donc ça a confirmé notre hypothèse de supériorité versus Roux-en-Y gastric bypass. On a montré également une sécurité comparable, donc avec, on l'a vu, plus de complications chirurgicales précoces dans le bras SADI, mais aussi moins de complications chirurgicales tardives dans ce bras SADI si on compare au bypass gastrique avec Roux-en-Y. Je ne vous ai pas montré toutes les données nutritionnelles et vitaminiques, mais ce qu'on a également vu, c'est qu'il n'y avait pas de dénutrition sévère sous supplémentation vitaminique adaptée et avec un suivi rapproché. On a montré également plus de diarrhée dans le groupe SADI, par contre, moins de dumping syndrome, et ça aussi, c'était significatif. Et donc, la conclusion de cette étude, c'était de dire que le SADIS était une procédure bariatrique valide, spécifiquement pour les patients donc, sans antécédent de sleeve, donc en première intention, et chez les patients diabétiques de type 2. Donc, suite à cet essai, on a donc fait une demande sous l'égide des sociétés savantes, la SOFCO et le CNP de chirurgie viscérale et digestive, une demande d'évaluation de l'acte par la Haute Autorité de Santé. Donc, on a soumis un dossier, c'est des dossiers un peu compliqués où on demande voilà, à la Haute Autorité de Santé de se positionner, l'idée étant de pouvoir accéder à une validation de la procédure dans le panel de soins et un remboursement en tant que procédure en soins courants organisé par la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc, tout ça, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et pour l'instant, on en est là. On est à la demande de remboursement avec une Haute Autorité de Santé et une Caisse primaire d'assurance maladie qui semble un peu débordée. Donc, on les relance et on en est donc à attendre ce remboursement. C'est toujours un petit peu, on va dire, frustrant, puisque les essais cliniques, vous l'avez vu, ça prend du temps. On a commencé en 2017, là, ça fait bientôt 10 ans, puisqu'on est en 2026. Et puis, c'est toujours pas rentré dans le panel de soins, alors que des pays comme les États-Unis ou comme l'Espagne, le Portugal, c'est des chirurgies qui font clairement en soins courants. Alors, suite à cette soumission de la procédure à la Haute Autorité de Santé, ils nous ont demandé de faire un algorithme thérapeutique pour l'indication du bypass duodéno-iléal avec sleeve gastrectomie dans la prise en charge des patients donc candidats à une chirurgie bariatrique selon les critères de la Haute Autorité de Santé, MC à 40 ou 35, plus ou moins comorbidité, après discussion RCP. Donc, l'idée, là, c'est de positionner, de vous aider à choisir dans l'intervention chirurgicale que vous allez proposer à vos patients entre donc, les 4 procédures validées, l'anneau, la sleeve, le bypass en Y ou le SADI. Donc, en gros, où est la place du SADI dans tout ça et comment se positionner. Alors, donc en gros, ce qu'on a proposé, c'est dans l'évaluation pluridisciplinaire, vérifier si le patient a du reflux qui est non contrôlé par IPP, s'il a une migration, par exemple, intrathoracique d'une sleeve ou une volumineuse hernie hiatale de plus de 4 cm de hauteur, s'il a une œsophagite.
clairement, dans ce cas-là, c'est une indication de bypass gastrique avec cancer Y, qui est donc le montage à privilégier, puisque c'est un montage anti-reflux, notamment chez les patients en situation d'obésité. Par contre, si le patient n'a pas de reflux, s'il n'a pas de grosse hernie hiatale, s'il n'a pas d'œsophagite, patient simple sans comorbidité majeure, patient âgé, on peut proposer plutôt en fonction de son choix, soit une sleeve. Il y a encore des équipes qui proposent un anneau. Donc, en gros, on reste plutôt sur une chirurgie le moins invasive possible. Pour les patients, par contre, plus complexes, notamment en première intention, on va regarder le risque d'échec pondéral, le risque d'échec métabolique, donc de contrôle d'un diabète ou de contrôle d'une dyslipidémie sévère ou d'une apnée du sommeil sévère. Et chez les patients qui ont un profil à haut besoin d'efficacité pondérale, mais également durable dans le temps, chez des patients, par exemple, qui ont des gros IMC ou avec des comorbidités sévères, qui ont un diabète qui est insulinotraité ou difficile à contrôler, des patients qui ont des antécédents de mauvaises réponses attendues, par exemple des patients qui sont en situation d'échec d'une première procédure, comme un anneau ou qui ont un âge de plus de 50 ans, qui ont des antécédents de TCA, qui sont maintenant contrôlés. On va plutôt proposer, pour le coup, pour ces patients qui ont un besoin d'une efficacité pondérale et métabolique importante, un SADI en première intention. En cas de patient en situation, donc, par exemple, des résultats suboptimales après sleeve, on va évaluer le phénotype du patient. Si le patient avait une chirurgie en 2 temps programmée, par exemple pour un IMC supérieur à 50, qu'il est en situation d'échec de sleeve, échec entre guillemets, bien sûr, perte insuffisante de poids ou reprise pondérale significative ou persistance récidive d'une comorbidité. On va regarder s'il a une malformation de la sleeve, donc une sténose ou un twist, s'il a une migration intrathoracique de la hernie hiatale. Si c'est le cas, dans ce cas-là, on va plutôt aller vers un bypass gastrique pour traiter ces problèmes possiblement en lien avec les complications de la sleeve ou le reflux, et on va aller vers un bypass. Par contre, si le patient n'a pas toutes ces complications de sleeve, qu'il est en situation d'insuffisance pondérale ou qu'une chirurgie en 2 temps est éventuellement envisagée, comme donc IMC supérieur à 50, là, on va plutôt proposer un SADI. Donc, voici l'arbre décisionnel qu'on a proposé pour positionner donc, le SADI dans l'arsenal thérapeutique de chirurgie bariatrique. Alors, petite diapo de conclusion. Qu'est-ce qu'on en fait de ce SADI lors des traitements médicamenteux de l'obésité? Puisque finalement, là, ça fait le buzz en ce moment. On se dit, bon, on a des médicaments qui arrivent. Est-ce que vraiment on a besoin de nouvelles procédures? Eh bien, possiblement, hein, chez les patients qui ne tolèrent pas les traitements médicamenteux de l'obésité ou chez qui ce n'est pas efficace. Il y a aussi des patients qui n'en veulent pas. Qui ne veulent pas de médicaments, qui ne veulent pas d'effets secondaires et surtout qui disent « mais moi, je ne veux pas d'un traitement à vie, je veux une solution pérenne ». Ça arrive encore régulièrement. Moi, j'en vois en consultation. Donc, ça peut être bien sûr des candidats au SADI. Après, on peut aussi prescrire les traitements médicamenteux de l'obésité, en néoadjuvant pour amener le patient à la chirurgie. C'est souvent ce qu'on fait pour les patients qui ont un IMC supérieur à 50. On essaye déjà un traitement de l'obésité en leur disant que ça va les aider à se préparer à l'intervention chirurgicale. C'est toujours bien d'avoir un IMC un peu plus faible pour opérer, pour diminuer le risque opératoire. Après, il y a des études récentes, notamment une étude française qui est sortie en 2025 sur est-ce que d'avoir des TMO en néoadjuvant chez des patients avec gros IMC, ça permet d'optimiser la perte de poids à 1 an de la chirurgie bariatrique. Et en fait, quand on regarde les données à 1 an, les patients qui ont eu des TMO en néoadjuvant versus pas de TMO en néoadjuvant, ils ont la même perte de poids totale à 1 an dans les 2 groupes. Ça peut être aussi des TMO en adjuvant pour optimiser les résultats sous-optimaux d'une chirurgie. Et puis, les TMO concomitants, pourquoi pas. On n'a pas encore vraiment de données, mais souvent, on voit, notamment chez les patients qui sont en 2e temps après sleeve, à qui on fait un SADI ou on fait un bypass, on est un petit peu déçu par les résultats. Et c'est vrai que quand ils ne sont pas dénutris, on se pose la question de mettre des TMO assez rapidement, par exemple à 6 mois du redout. Donc, par exemple, un SADI en 2e intention, à 6 mois, si on n'a pas de réponse, se pose quand même la question de rajouter un TMO, possible
possiblement, même si pour l'instant, ce n'est pas validé par les recommandations du GCC-CSO. Donc, je remercie bien sûr toutes les équipes, dont celle de Sébastien Tchernikov, qui ont clairement contribué au succès de cet essai clinique. Et c'est grâce à toutes ces équipes françaises qui sont très investies dans la recherche qu'on arrive à publier des beaux articles et faire surtout et faire avancer un petit peu la chirurgie de l'obésité et la prise en charge de cette maladie chronique. Voilà, je vous remercie. Et je reste bien sûr disponible pour les questions. Merci beaucoup, Maud. C'est vraiment super. Je pense que c'était une très bonne synthèse. Donc, j'avais mis dans le chat la possibilité de poser des questions pour les grands timides qui n'osaient pas poser de questions. Moi, j'en ai quelques-unes pour lancer la discussion, mais on va peut-être laisser la place aux autres d'abord. Ouais, moi je veux bien, Sébastien. Salut à tous. C'est Ronan Thibault. Merci beaucoup, Maud, pour la présentation et le bel article. Après était, je suis sûr que Ronan aura une question. Donc on est bon. Ça veut dire... Non, mais c'est parce que j'ai été interpellé par ce que tu as dit, Maud, sur les TCA, parce que tu as dit le SADI pourrait être indiqué chez des patients qui ont eu des TCA. Tu as bien dit, j'ai bien compris que c'était dans le contexte de l'échec à la chirurgie initiale. Enfin, tu as dit des personnes qui sont en échec de traitement parce qu'ils ont eu des TCA et qui sont actuellement en rémission. Et on sait que c'est un sujet que les patients qui ont des TCA ont des risques de récidiver leur TCA, y compris après chirurgie de l'obésité, quelle que soit la technique, et que c'est souvent un facteur de risque d'échec. Alors, je voulais voir si tu l'avais analysé dans la cohorte, parce que je ne suis pas sûr d'avoir vu de questionnaire dédié à ce sujet, ou si c'est Non, un élément de vigilance à avoir particulièrement. Ouais. Alors, non, cet algorithme, on l'a fait avec Judith Aron. Et c'est vrai que, en fait, ça fait partie des patients qui ont des TCA, c'est plus des patients qui sont un peu complexes. Et donc là, on l'a mis dans cette optique de patients complexes qui sont à risque de résultats suboptimales. Mais non, on n'a pas vraiment de données. Si tu veux, ça, c'est plus un algorithme pragmatique qu'on a proposé à la Haute Autorité de Santé, puisque quand on soumet une demande de validation d'une procédure, ils nous demandent tout le temps, mais quelle est sa place dans l'arsenal thérapeutique, comment vous voyez les choses. Et donc, en fait, on l'a mis là parce que c'était plutôt ce que tu viens de dire, la notion de complexité. Tu vois, donc c'était, mais honnêtement, on n'a pas. Bon, alors, il y avait bien sûr des questionnaires de qualité de vie, et puis, donc il y avait le GICLI, il y avait des données sur les symptômes gastro-intestinaux, mais on n'avait pas de données sur les TCA vraiment franches. Ok, merci. Merci Ronan. Emmanuel, question. Merci Maud, c'était incroyable ta présentation, trop bien. J'ai une question du coup sur l'algorithme aussi que vous aviez proposé. J'avoue que je ne l'avais pas vraiment vu ou vu vite. En fait, en le regardant, on a l'impression que vous positionnez le SADI comme finalement la première intervention ou quasiment l'intervention gold standard, puisque si je peux avoir une sleeve, j'ai une sleeve, et puis si je suis complexe et que j'ai pas de soucis, mais que je suis complexe, vous proposez le SADI tout de suite, quoi. Donc, la question, c'est ça. Dans ta perception à toi, est-ce que tu vois le SADI comme devenant la principale intervention de chirurgie bariatrique? Et si ce n'est pas le cas ou s'il faut le démontrer, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça devienne l'intervention gold standard? Non, je ne le vois pas du tout comme un gold standard. À mon avis, ça va être 5% des procédures si ça reste dans le panel de soins. Tu as vu les patients complexes, on a dit un IM supérieur à 50 ou supérieur à 45, avec un diabète qu'on a du mal à contrôler, qui ont des antécédents déjà éventuellement de chirurgie ou pas, parce qu'on a vu que c'était le groupe où ça ressortait le plus. Donc non, je ne pense pas que ça va devenir vraiment la chirurgie, en tout cas dans les années qui arrivent, de première intention, parce que des patients complexes, heureusement, on n'en a pas tout le temps. Après, je pense que c'est des patients qui restent quand même un petit peu à surveiller. Hein. Dans l'étude, ils sont bien suivis. On a 12% de perdu de vue. Ça va, c'est raisonnable. On n'a pas eu de catastrophe. Donc, on est un peu rassuré, mais quand même, ça reste une chirurgie mal absorptive. Donc, je ne pense pas que ce soit la chirurgie qu'on fera en première intention. Je pense que le bypass gastrique restera la chirurgie quand même de référence, en tout cas en termes métaboliques, et que le SADI va être vraiment pour des patients un peu plus complexes, voilà, avec qui on se dit que le suivi va bien se passer, quoi.
Et est-ce que tu auras une extension study? Après, j'arrête les questions, mais est-ce qu'il y a une extension study Ouais, spécialisée oui, là-dedans? on a commencé, donc le protocole est soumis, c'est validé, enfin on a fait la déclaration CNIL, on a fait toutes les démarches réglementaires, et donc on va en septembre, tous les patients auront 50 suivis, donc les centres ont été sollicités, on a envoyé des conventions pour pouvoir analyser les données à 5 ans, et on aura une rémunération bien sûr des ARC pour pouvoir récupérer les données à 5 ans des patients. Donc, on aura un financement pour les ARC qui vont travailler sur les données à 5 ans. Super. Moi, j'ai deux petites questions. Maud, la première, qui est pour les non-chirurgiens de l'assistance. Est-ce que tu peux dire un petit mot sur la technicité par rapport au bypass? Est-ce que pour toi, sur notamment la diffusion, la diffusabilité de la technique, c'est un enjeu ou pas du tout? Ça, c'est la première. Je te laisse peut-être répondre à celle-là déjà. Ouais. Oui, c'est quand même pas. Enfin, faire une dissection duodénale chez un patient qui a un IMC à plus de 50, un homme avec une obésité centrale, c'est quand même pas simple. Il y a quand même des éléments nobles. On est au contact du pédicule hépatique. On passe on passe juste devant la voie biliaire. Il y a l'artère hépatique qui est pas loin. Il y a la veine porte qui est derrière. Chez les patients avec des obésités centrales, souvent on voit vraiment rien. On est dans le gras complet. Donc ça peut saigner cette zone. Si on coagule trop, on peut faire on peut léser des éléments nobles. Donc oui, c'est pas facile. Donc l'idée aussi de sélectionner les patients avec des gros IMC, des patients un peu plus complexes avec des gros diabètes, c'était aussi de dire ça va être réservé à des centres de deuxième ou troisième recours et dans des mains de chirurgiens experts. Et c'est aussi pour ça que je pense que la technique, elle va pas se diffuser de façon on va dire majeure. Elle va pas remplacer le bypass en Y. Après, ce qu'on avait aussi dans l'essai, ce qui était plutôt rassurant, c'est que finalement, on n'a pas eu tant de complications graves que ça. On avait un comité de sécurité, un DSMB qui vérifiait, par exemple, au début, après les 50 patients inclus, après les 100 premiers patients, à 200, on a vérifié qu'il n'y avait pas de données d'alerte, de signaux d'alerte qui pouvaient nous faire dire que le SADI était dangereux et que qu'il fallait arrêter l'essai. Donc, on a l'impression quand même que les 22 centres qui ont participé à l'essai, c'était des centres qui étaient très bien organisés avec des bons opérateurs et que finalement, quand c'est dans de bonnes mains, ça se passe bien. C'est qu'il n'y a pas de drame. Donc, je pense que n'importe qui va pas se lancer là-dedans. Hein, quand on a un patient qui a un IMC élevé et qui fait une complication de type fistule, ça peut vraiment partir vite en catastrophe. Donc, je pense qu'après, on est tous raisonnables et je pense qu'avec l'autorisation des centres, par l'ARS, etc., ça va se réguler tout seul et je pense que ça va. Voilà, je ne suis pas trop inquiète. Et donc, j'avais une deuxième question qui était, donc le contexte de la question, c'est on a une inquiétude particulière sur le risque lithiasique sous TMO. Quid donc d'une éventuelle potentialisation de la perte de poids et du risque lithiasique avec des chirurgies malabsorptives qui font des pertes de poids importantes plus les TMO vis-à-vis de la cholécystectomie? Est-ce que tu penses que ça doit changer les pratiques, la façon de dépister, ou est-ce que c'est pas particulièrement un enjeu? Alors, moi, j'ai appris la dérivation biopancréatique dans l'équipe canadienne de Marceau, hein, qui était l'équipe référente. Et eux, ils faisaient des cholécystectomies systématiques aux dérivations biopancréatiques, notamment ceux qui étaient déjà lithiasiques. Et puis, souvent, quand ça se présentait bien, ils la faisaient en se disant, au moins, ils n'auront pas de complications. Du fait de la perte de poids importante, ils n'auront pas de complications avec une lithiase de la voie biliaire principale, ils sont à moins à risque de pancréatite aiguë biliaire ou de choses comme ça, surtout qu'on n'a plus accès au duodénum par voie endoscopique. Donc, ils étaient assez systématiques et puis j'ai vu qu'avec le temps, ils le faisaient de moins en moins parce que la cholécystectomie chez le patient en situation d'obésité, c'est plus compliqué que chez un patient qui a un IMC à 25, surtout sur des chirurgies qui sont déjà longues, 2 heures par exemple en moyenne. Donc, on ne le fait pas de façon systématique. Donc, en préventive, tous ces patients-là qui ont une chirurgie de type dérivation ou SADI, ils doivent partir avec du Colurso
du Gelursan, pour prévenir l'acide urso-désoxycholique, pour prévenir la survenue de lithiase. Donc, on le prescrit en systématique pendant 6 mois. Et après, par exemple, là, je viens de revoir une dame à qui j'ai fait une dérivation biopancréatique ce matin. Là. Elle est à 6 mois d'un deuxième temps de dérivation. Elle avait une vésicule alithiasique quand je l'ai opérée de sa sleeve. J'ai fait la dérivation. Elle revient avec des crises de colique hépatique. Je vais lui enlever la vésicule. Elle n'a pas fait de pancréatite aiguë biliaire. Je ne lui ai pas fait en systématique. Donc, je ne suis pas sûre qu'il faille le retenir en systématique, mais l'acide urso-désoxycholique, je pense que ça a été montré qu'il fallait le prescrire. Et donc, je suis assez systématique là-dessus. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a 2 questions d'Emmanuel, mais est-ce qu'il y a des questions de l'assistance côté Dijon ou ailleurs? Alors, on va prendre... Ouais, Marie-Claude, peut-être, non? Je sais pas. Non, c'est pour dire non, pas de questions. Bonjour à tous. Alors, on va prendre les 2 dernières questions dans les 3 dernières minutes d'Emmanuel. Donc, est-ce que ça se démonte le SADI? Et qu'est-ce que tu penses des TMO oraux qui arrivent dans le contexte de chirurgie malabsorptive, comme le SADI, par exemple? Alors, donc, est-ce que ça se démonte? Oui, ça se démonte. C'est pas toujours facile parce qu'il faut refaire une anastomose duodénale. Donc, rebranche. Si on veut vraiment le démonter complètement, c'est facile de démonter l'anastomose duodéno-iléale, mais après, pour reconnecter le duodénum, c'est pas toujours facile. Je l'ai fait 2 fois. Donc, oui, ça se démonte. Du coup, le patient, il se retrouve avec une sleeve. J'ai une patiente comme ça qui a été très dénutrie après un SADI qui avait été fait en périphérie et où elle n'avait pas eu vraiment de suivi, où elle est arrivée avec de la Nasarc, un état de dénutrition catastrophique. Donc, on l'a démontée, elle a repris déjà 15 kilos. Donc, ça marche, le démontage du SADI, et ça se fait, même si ce n'est pas très facile. Et après, la deuxième question, c'était dans le contexte d'arrivée des TMO oraux. Écoute, j'attends de voir en vraie vie, en fait, parce que quand on regarde les résultats des TMO en vraie vie, moi, j'en vois tous les jours. Bon, ok, 12%, mais 12% de perte de poids. Ok, chez des IMC à plus de 50. À vie, pour l'instant, ça ne fait pas rêver. Donc, j'attends de voir les datas. Et puis, si ça peut aider à optimiser la perte de poids chez des patients qui sont vraiment au risque cardiovasculaire, on va voir. Là, ce matin, j'ai aussi vu une patiente qui a eu un deuxième temps de dérivation biopancréatique, qui a perdu que 20 kilos. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Ouais, elle est résistante de façon majeure à la perte de poids. Si elle pouvait avoir un TMO oraux, je serais contente pour elle. Ouais. Donc, voilà. Mais je te rassure, on voit aussi des patients sous TMO injectables qui ne perdent pas 1 gramme. Donc, ça laisse de la place à tout. C'est ça. Thérapeutique. Des traitements combinés. On ne comprend pas très bien pourquoi, mais bon, ça va venir, ça va venir. Alors, Emmanuel, dernière question. Vas-y. Non, j'avais pas de question. C'était juste, ma question, c'était sur l'efficacité. Est-ce que quand on a une chirurgie bariatrique, en gros, il faudra se limiter à l'injectable? Parce que je pense que d'ici 2-3 ans, la norme, ce sera d'avoir un traitement oral pour le poids. Et il y a un risque de malabsorption. Tu veux dire en absorption? Bah ouais. Par exemple, c'est le rétatrutide, là, c'est ça? On sait pas. Moi, je sais pas où est-ce qu'il est absorbé. Il est absorbé où? Alors, Orforglipron, la Foundayo, on ne sait pas, en fait. On a demandé, mais ils ne savent pas où il est absorbé, le produit. Donc, j'imagine qu'on va devoir, par sécurité, plutôt des gens qui sont avant la chirurgie par un truc oral. Si on remet le médicament, il faudra probablement sur le bypass et la sleeve ou la dérive mettre que de l'injectable, quoi. Ouais, après, encore faut-il démontrer que quand ils sont résistants à une chirurgie, ils vont être répondeurs. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de données sur est-ce que des fois un TMO post-chirurgie, ça marche très bien, puis des fois ça marche pas. Enfin, ce qui est bien, c'est d'avoir plein de questions, mais pas beaucoup de réponses pour l'instant. Ouais. Plein de PHRC à faire. Ouais. C'est ça. Il faut qu'on respecte les horaires. Donc, vraiment, merci beaucoup, Maud, pour ce flash. On va relayer à nouveau sur LinkedIn. Mais bon, on a eu quand même pas mal de participants. Donc, tu vois, le 14 juillet n'a pas impacté ton succès. Merci à toutes et à tous de vous être connectés. Et ça nous donne envie de continuer à faire ces animations scientifiques avec ces Webi Lunch. Donc, merci à Rouleau et Arnaud et à très bientôt.
et bon été. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir, bonne journée.